Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler des autrices que j'ai lues cet été. J'ai lu des auteurs également, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Là j'avais envie de consacrer cette vidéo aux autrices que j'ai lues cet été parce qu'il y en a beaucoup. En fait j'ai lu quasi essentiellement des autrices cet été. Déjà parce que j'ai participé au littératon féminin, mais aussi parce que j'avais envie, même au-delà du challenge. Voilà, j'ai lu pas mal d'autrices. J'ai lu des autrices que je connaissais déjà, d'autres que j'ai découvertes, des autrices qui sont publiées, d'autres qui ne le sont pas, j'ai lu des autrices françaises, des autrices étrangères, j'ai lu de très bonnes lectures, même un énorme coup de cœur, et puis j'ai eu des lectures que j'ai beaucoup moins aimées. Donc il y a à peu près une dizaine d'ouvrages dont je vais vous parler aujourd'hui, et écoutez, eh bien on commence tout de suite. On commence avec un livre que j'ai adoré, c'était vraiment une excellente lecture. C'est une autrice que j'ai découverte, il s'agit de Marie-Louise Gagner. J'ai lu ses deux livres, Le Calvaire des femmes et Les Réprouvées, qui sont en fait deux tomes d'un même roman. Donc voilà, je les présente ensemble puisque c'est la même histoire, c'est le même livre, sauf qu'ils sont divisés en deux tomes. Malheureusement, Marie-Louise Gagner est très peu publiée. Je sais que Les Plumées ont publié une de ses nouvelles qui s'intitule Les Trois Sœurs, je crois, que je n'ai pas lu. Mais voilà, la plupart de ces romans ne sont pas publiés, par contre ils sont disponibles gratuitement sur Gallica, donc le seul avantage qu'il y ait à ce que cette autrice ne soit pas publiée, c'est qu'on a accès gratuitement au texte, donc je vous encourage vivement, si vous en avez envie, d'aller lire Le Calvaire des femmes et Les Réprouvées, parce que vraiment c'était une excellente lecture. Ce sont des romans qui ont été publiés en 1867, Marie-Louise Gagner c'est une autrice donc du 19e, qui a été assez prolifique et qui a été très engagée politiquement, que ce soit en tant que féministe, mais aussi pour les droits sociaux, les droits des ouvriers, et plus particulièrement des ouvrières d'ailleurs. Et elle était aussi dans un combat anticlérical. Ce sont des éléments qu'on retrouve dans Le Calvaire des femmes. Le Calvaire des femmes, si je devais le résumer, et bon, la comparaison a sa limite, mais en tout cas je vais faire appel à une référence que beaucoup de personnes ont, c'est un petit peu Germinal de Zola, mais avec un féminisme assumé et beaucoup plus politisé. C'est un roman qui se concentre sur les conditions misérables de vie des ouvrières. Marie-Louise Gagner, elle s'est battue pour la condition des ouvriers, mais plus particulièrement des ouvrières ici, qu'elle estimait encore dans une situation encore plus défavorisée que les ouvriers, que ce soit en termes d'écart de salaire, de temps de travail, de conditions de travail. Et c'est ce dont il s'agit dans ce livre. On va suivre plusieurs personnages féminins, des ouvrières mais pas que, avec des destins différents qui vont tous être liés. Il y a vraiment un sentiment de sororité dans ce livre que j'ai beaucoup apprécié, et puis on va suivre du coup leur vie dans ce monde du textile plus particulièrement. Ici Marie-Louise Gagner, elle se concentre sur le travail du textile, donc les couturières, que ce soit dans le velours, la soie, et dans 3 villes, à Paris, à Lyon et à Lille. C'est vraiment un livre sur les femmes que l'on achète, que l'on utilise et que l'on jette, que ce soit dans le travail ouvrier, mais aussi et peut-être surtout dans le travail, pas le travail, mais dans l'alternative que ces femmes ont à la misère, qui est en fait soit la mort, soit la prostitution. Il y a énormément de sujets qui sont abordés dans ce livre. J'ai fait une liste et je vais vous en citer, pas tous, mais une bonne partie. Des sujets qui sont abordés, donc évidemment le travail des ouvrières, ça je l'ai dit, l'alcoolisme, l'éducation des femmes, la dégradation morale qui accompagne souvent la misère, ça c'est un grand sujet, et c'est un petit peu la morale qu'on pourrait trouver à ce livre, qui est de donner aux femmes le moyen de gagner leur vie dignement en fait, et indépendamment et dignement. Donc la dégradation, le problème de l'aumône, ça c'est aussi un sujet qui est abordé, bon l'anticléricalisme clairement, l'indépendance financière des femmes, les aides sociales de l'administration, également tout ce qui concerne les femmes autrices et les obstacles qu'elles peuvent rencontrer, que ce soit déjà dans l'écriture puis ensuite dans la publication, dans l'édition, donc il y a toute la question des bas bleus en fait qui est abordée. On a au-delà en fait de l'accès à l'éducation et au statut d'autrice, l'accès en fait aux hautes fonctions d'État ou même certains métiers pour les femmes, le fait aussi que l'on juge beaucoup plus sévèrement les pauvres que les riches qui commettent parfois les mêmes actes ou pire, et qui ne sont pas condamnés de la même façon que les gens pauvres, donc on ne pardonne rien aux pauvres, et ça c'est aussi un sujet qui traverse le livre. Voilà, donc ça c'est vraiment un petit échantillon des sujets qui sont abordés, mais il y en a énormément. Le récit est bien construit, les personnages sont très bien construits, ces femmes-là sont incroyables, et en même temps sont insérées dans le livre. Alors moi ça m'a pas dérangé, mais je pense que ça peut déplaire à certaines personnes, mais des passages un peu plus de pamphlets politiques, j'ai envie de dire, où l'autrice va vraiment exposer ses idées politiques, va argumenter ses idées, ses positions,
à travers ces personnages. Alors c'est pas très long non plus, à chaque fois c'est un paragraphe, mais c'est présent, on sent que là on n'est plus dans le roman, dans le récit et que c'est l'autrice qui parle. Mais moi j'ai pas trouvé ça dérangeant parce que ça faisait partie quand même de l'histoire qui nous était racontée, et puis ce qui était dit était extrêmement intéressant et bien dit. C'est un roman qui est très bien documenté, il y a un certain nombre de bas de page, de notes de bas de page qui font mention de toute la documentation en fait de l'autrice, que ce soit des articles de journaux, des articles de loi, des études qui ont été menées, des retours d'expérience, des témoignages, etc. Enfin bref, il y a vraiment toute une bibliographie et tout un corpus de textes qui ont été exploités et qui sont cités dans le livre en note de bas de page, donc on sent vraiment que c'est un travail qui est documenté. Donc je vous ai dit, on suit plusieurs femmes, on suit par exemple Madeleine qui est une jeune femme qui a eu la chance de recevoir une éducation et qui a la volonté de devenir une artiste, autrice plus particulièrement. On a des ouvrières qui vont illustrer justement les chemins qui s'offrent à ces femmes-là qui sont assez restreints, donc vivre dans la misère ouvrière, devenir courtisane ou se prostituer ou la mort. On suit également une courtisane, Lucrèce. Ce personnage m'a fortement fait penser à la marquise de Merteuil. D'ailleurs à la fin, elles connaissent le même destin, voilà, si vous avez lu les Liaisons dangereuses, vous comprendrez. Enfin, il y a vraiment des... Je sais pas si l'autrice s'est inspirée des Liaisons dangereuses ou en moins du personnage de la marquise de Merteuil, mais vraiment elles sont assez semblables. Bref, j'ai tout aimé dans ce livre, que ce soit le sujet, l'écriture, les personnages, les positions qui sont prises. Vraiment j'ai adoré. J'ai trouvé que ça se lisait très bien, c'était fluide, c'était maîtrisé, j'ai adoré ce livre. Voilà, le petit bémol qui n'est pas pour moi, mais ce qui, je pense, peut gêner certaines personnes, c'est les petits passages un peu plus, comme je disais, politisés. On sort un peu du récit, on sent que c'est l'autrice qui parle. Moi, ça m'a pas dérangé, mais voilà, je le mentionne quand même. Donc, très envie de relire Marie-Louise Gagner. Je la relirai, c'est certain. J'ai très envie de faire une vidéo d'ailleurs, peut-être à son sujet, si les autres écrits que je lis d'elle sont tout aussi qualitatifs. Pourquoi pas faire une vidéo à son sujet, parce que vraiment, je suis étonnée que Le Calvaire des femmes ne soit pas publié. Parce que c'était vraiment génial. Ensuite, rapidement, alors là, une lecture qui n'a absolument rien à voir, j'ai lu les nouvelles de Jeanne de la Vaudère. Jeanne de la Vaudère, je l'avais déjà lu du coup en début d'année, que j'ai adoré les 2 romans que j'ai lus d'elle, et du coup j'ai lu quelques-unes de ses nouvelles et j'ai adoré ces nouvelles. Ces nouvelles qui sont assez différentes les unes des autres, il y a des tendances un peu gothiques, il y a des tendances vraiment de fin de siècle décadent, avec quand même pas mal d'orientalisme, comme c'était... souvent le cas à cette époque-là. J'ai beaucoup aimé en fait la dernière nouvelle de ce recueil qui est assez longue, elle fait une centaine de pages et qui s'appelle Le rêve de Misès, si je le prononce correctement. Et alors c'était vraiment En fait, on est en Égypte antique, on est avec un embaumeur qui a pour mission d'embaumer la reine qui est morte, et il va décider de voler le cadavre et d'en faire son amante. Voilà, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé aussi une nouvelle qui s'appelle La réincarnation, quelque chose comme ça. Là, on est plus sur quelque chose de presque dans le spiritisme, vous voyez, avec un homme qui va tenter une expérience avec 2 femmes. Voilà, je vous en dis pas plus, il y a une nouvelle qui m'a fait penser à une nouvelle d'Edgar Allan Poe, dans l'ambiance, sur une vengeance avec une femme disparue, enfin bref. J'ai beaucoup aimé ce recueil de nouvelles. Si vous pensez qu'on a des goûts similaires, que vous aimez les choses un peu sombres, un peu dérangeantes, un peu décadentes, avec un style d'écriture qui est vraiment très très... il y a un esthétique très particulier chez Jeanne de la Vaudère que j'aime beaucoup. Vraiment lisez ces nouvelles. Alors là je les ai en anglais malheureusement parce que Jeanne de la Vaudère là aussi est très peu éditée, en tout cas en français, elle est éditée dans d'autres langues. Faut savoir que de son vivant elle a été beaucoup traduite dans 17 ou 18 langues je crois. C'est pour ça qu'on a des traces encore aujourd'hui de publication là en anglais. Mais ces nouvelles, en tout cas certaines de ces nouvelles sont disponibles aussi sur internet, donc si vous voulez aller les lire sur internet en français vous pouvez. Mais voilà, vraiment pour moi ça vaut le détour, et en plus j'adore cette édition. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé et je vous recommande notamment Le rêve de Misès. Ensuite là un livre que j'ai pas aimé, j'en ai parlé sur Instagram, j'en ai fait tout un live, donc voilà, peut-être que vous avez suivi le live ou que vous l'avez vu en replay. Mais il s'agit de La Nuit volée de Thorborg Nedreas. Désolée pour la prononciation, c'est une autrice norvégienne, oui c'est ça, j'avais raison, c'est bon. Qui est comparée en fait, donc je ne connaissais pas, c'est une autrice norvégienne qui est née en 1906, qui est morte en 1987, et elle est surnommée la Simone de Beauvoir norvégienne. Et je me demande
Pour quelles raisons est-on donné les positions prises par l'autrice dans ce livre? Dans La Nuit volée, on va suivre au niveau de l'histoire une jeune femme qui va rencontrer par hasard dans la gare un homme qu'elle ne connaît pas. Elle va aller chez lui et elle va passer toute la nuit à se confier. On sent que c'est une femme perdue avec beaucoup de regrets et voilà, et donc elle va passer la nuit à se confier à cet inconnu, d'où La Nuit volée, puisqu'on va suivre du coup cette confession dans ce livre. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas appréciées. Premièrement, l'écriture. C'est pas mal écrit, loin de là, mais c'était assez plat et enfin c'était simple, disons que l'écriture m'a pas particulièrement séduite, plutôt que l'écriture n'a pas rattrapé le fond, vous voyez. Surtout que le récit de cette confession est entrecoupé de passages en italique où c'est l'homme qui écoute cette confession qui parle et qui nous parle de ce qui se passe autour pendant qu'il l'écoute, c'est-à-dire que le tram passe, il se met à pleuvoir, la musique s'allume, mais en fait il y a beaucoup de ces passages là et c'est tout le temps la même chose, c'est répétitif, je n'ai pas compris l'intérêt de ces passages là. Mais bon, c'est pas le plus gênant c'est qu'en fait c'est un livre sur l'avortement. L'avortement est vraiment le sujet principal de ce livre et c'est pas du tout mentionné dans la 4e de couverture. Par contre, c'est présenté comme tel sur la page Wikipédia du livre, où on nous dit effectivement que c'est un livre sur l'avortement, et c'est clairement le sujet du livre. Alors que dans la 4e de couverture, on nous dit que la confession de cette femme, c'est la confession d'un amour passionnel qu'elle a connu avec son professeur, qui est de quelques années plus âgé que lui, donc moi je pensais qu'on allait partir sur cette histoire-là, cette histoire d'amour destructrice, passionnelle, avec voilà, tous les enjeux qu'il y a derrière. Oui, c'est abordé, mais vraiment en filigrane, c'est pas le sujet principal du livre. Le sujet principal, comme je vous dis, c'est l'avortement. Et alors, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai lu certains passages qui m'ont fait penser à des vieux relents d'arguments pro-life, qui m'ont mise vraiment très mal à l'aise. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je l'ai fait en live, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur Instagram et regarder le live où je lis des extraits, j'en parle en détail, je crois que le live dure 1 heure et je parle de ce livre pendant une bonne 40-45 minutes. Mais en gros, on a de nombreux passages sur le fait que la vie est sacrée dès la conception, que dès la conception, cette cellule là, c'est la vie, c'est une vie en fait surtout donnée par Dieu, qu'il faut la respecter et qu'en fait le grand drame pour la personnage de cette histoire, c'est que les femmes, dans l'époque dans laquelle elle vit, où vit la personnage, eh bien sont contraintes parfois d'avorter parce qu'elles sont dans une situation matérielle précaire ou parce qu'elles ont des enfants hors mariage et que les relations hors mariage sont condamnées par l'église et la morale de l'époque. Et que donc c'est un drame, non pas pour ces femmes-là, mais pour les petites vies en elles qui sont avortées. Et donc on comprend que si on résout la question de la misère ou qu'on résout la question de la morale religieuse et que du coup on autorise les relations hors mariage, les enfants hors mariage et si on améliore les conditions de vie matérielle de ces femmes-là, il n'y aurait aucune raison pour ces femmes d'avorter. Et comme je vous ai dit, là, on fait surtout beaucoup appel à Dieu et donc voilà, c'est une position qui m'a beaucoup dérangée. Bien sûr, il y a la question de ce que dit le personnage n'est pas forcément ce que dit l'autrice, oui, mais à aucun moment la personnage change d'avis, évolue, pourtant il y a de nombreuses années qui se déroulent dans toute l'histoire. À aucun moment on a un contre-discours et à aucun moment dans l'écriture on a l'impression que c'est plus la personnage qui parle mais l'autrice qui viendrait contrebalancer quoi que ce soit ou dénoncer quoi que ce soit. J'ai trouvé en plus de cela qu'il y avait vraiment un regard assez méprisant de l'autrice sur les femmes de manière générale dans ce récit, que ce soit sur le sujet de l'avortement ou sur d'autres sujets. Donc là ça vient me questionner aussi sur la position de l'autrice. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment des éléments qui auraient pu être intéressants. On parle notamment de toutes les conséquences sur le corps, sur la santé physique de l'avortement pour les femmes. On parle pas des conséquences psychologiques, à aucun moment c'est mentionné, mais en tout cas voilà, les douleurs physiques, le calvaire physique que ça peut être, ça c'est mentionné. Et ce qu'il faut souligner quand même aussi de positif, ça faut lui laisser à ce livre, c'est qu'il y a une scène d'avortement vers la fin à l'aiguille qui est, j'ai trouvé, bien réalisée, qui montre toute l'atrocité que peut être ce genre de moment dans la vie d'une femme sans que ça soit indécent, sans qu'on aille dans le trash ou dans le gore pour être dans le spectaculaire. Voilà, j'ai trouvé que c'était mesuré, équilibré et que c'était important aussi qu'il y ait ce genre de scène dans le livre pour qu'on se rappelle bien ce que certaines femmes sont obligées de faire parce que l'avortement n'est pas autorisé, n'est pas légalisé, ne peut pas se faire dans de bonnes conditions, donc voilà. Je vais pas m'étendre plus, c'était une grosse déception pour la position que prend l'autrice sur l'avortement dans ce livre. Il y a vraiment, voilà, comme je vous dis, des passages qui m'ont mise très mal à l'aise, et si vous voulez en savoir plus et surtout si vous voulez que entendre les passages en question, eh bien je vous renvoie à mon live sur Instagram.
Ensuite, beaucoup mieux, j'ai lu 2 livres de Judith Gauthier, pardon. Alors Judith Gauthier, vous connaissez certainement son père Théophile Gauthier, qui est un auteur très connu, mais sa fille a également beaucoup écrit et est beaucoup moins connue, évidemment. Donc j'ai lu un roman et une nouvelle, j'ai lu Lucienne, donc son roman Lucienne, ici aux éditions des Billy Planchistes, que je ne connaissais pas et que j'ai découverte, c'est une maison d'édition que j'ai découverte quand j'ai fait mes recherches sur ce roman, et qui s'emploie à éditer bien des femmes qui ne sont plus éditées, donc vraiment très bonne initiative, et c'est une maison d'édition que je suivrai du coup assidûment à partir de maintenant. Mais donc Lucienne, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Alors là vraiment c'était une très très bonne lecture. C'est un roman qui est apparu en 1877. On y suit l'histoire donc de Lucienne, qui est une jeune courtisane, très jeune courtisane. On la retrouve au début du récit lorsqu'elle est en vacances en Normandie avec le vieil homme de plus de 60 ans qui la paye pour passer du temps avec lui. En fait, c'est une jeune femme qui a été très rapidement orpheline et qui, là aussi, était miséreuse et donc a été un peu contrainte, enfin qui n'avait pas d'autre solution que de devenir actrice au théâtre, sauf qu'on sait que la plupart des actrices au théâtre finissaient courtisanes, et donc ça a été le cas de Lucienne. Sauf que pendant ce séjour en vacances, comme leur différence d'âge et aussi pour garder un petit peu bonne figure, voilà, les 2 personnages se sont dit qu'ils allaient se présenter comme oncle et nièce. Et Lucienne va faire la rencontre pendant ses vacances d'un jeune homme dont elle va tomber éperdument amoureuse, et parce qu'elle a honte de sa vie, de son statut de courtisane, elle va tenter de se rapprocher de lui, mais en lui cachant sa véritable identité et qui est le vieil homme qui l'accompagne. Voilà, c'est vraiment le tout début du livre, je vous laisserai découvrir la suite, mais on suit cette histoire d'amour et tout ce que ça va déclencher chez Lucienne sur la remise en question de sa vie, de la fatalité qui a pesé sur elle, enfin voilà, de son statut de courtisane. Au-delà de l'histoire d'amour, c'est un livre sur la fatalité en fait qui semble peser en fait sur les femmes quoi qu'elles fassent, puisque Lucienne va être jugée pour être courtisane, et puis elle va être jugée parce qu'elle va vouloir être indépendante financièrement, et puis elle va être jugée pour ci, pour ça. En fait, elle sera toujours la grande perdante, alors que c'est la première victime. Moi j'ai trouvé que la fin était très triste, parce qu'en fait ce qui se passe c'est assez ordinaire et décevant du coup, et c'est vraiment parce que c'est trop réel que ça en est décevant et triste. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'écriture ici qui là aussi a une apparence simple, mais on a de belles descriptions qui ancrent le récit. Quand on est en vacances en Normandie à la plage, je peux vous dire qu'on y est. Et puis c'est très haletant, vraiment ça se lit d'une traite, on s'arrête pas, c'est presque... ouais, c'est vraiment un rythme assez haletant, donc une écriture fluide, rythmée, lumineuse et fraîche presque malgré le sujet. Voilà, donc c'était vraiment une très bonne lecture, je vous recommande si vous tombez sur ce roman, de lire Lucienne, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, comme j'ai beaucoup aimé Lucienne, eh bien j'ai lu Isoline, qui était déjà dans ma bibliothèque avant que j'ai Lucienne, et là on est dans un tout autre registre. C'est une nouvelle, mais plutôt un conte en fait. Et moi j'aime pas les contes, mais là j'ai beaucoup aimé, à ma grande surprise. Alors clairement ça plaira pas à tout le monde, et c'est pas non plus une lecture qui restera gravée dans ma mémoire à jamais, mais ça a été un bon moment de lecture. Là on suit Isoline, qui est une jeune femme qui a été condamnée par son père à vivre seule, isolée dans le château. On sait pas trop pourquoi au début il l'a condamnée à cet isolement. Elle est jusqu'à 8 ans en contact uniquement avec sa nourrice, et puis à partir de 8 ans elle sera laissée complètement seule, aucun contact avec l'extérieur, les serviteurs la croisent à peine pour lui donner à manger, enfin voilà. Et puis à sa majorité elle peut sortir du château et elle fait la rencontre d'un personnage. C'est vraiment une très jolie nouvelle aux allures de conte de fées, c'est un récit qui est pittoresque, on est en Bretagne et il y a plein de petits détails comme ça de la vie dans ces villages bretons, dans les petites maisons, qui nous plonge vraiment dans cette ambiance un peu presque médiévale, pittoresque en tout cas. La nature est partout, elle est retranscrite de manière très belle. Et il y a une ambiance que j'ai beaucoup aimée parce qu'il y a quelque chose de sombre et triste et en même temps de très optimiste et lumineux. J'ai trouvé que c'était un paradoxe qui était bien retranscrit, qui donnait un effet que j'ai apprécié. C'est un livre sur la solitude, sur la curiosité et sur le voyage. Et en fait vraiment c'est une belle parenthèse, on a l'impression de plonger un petit peu dans une tapisserie médiévale pendant la lecture pendant ce court temps de lecture, et d'en ressortir en ayant vécu une super petite parenthèse enchantée. Donc voilà, pourquoi pas si vous retombez dessus. En tout cas moi j'ai passé un bon moment de lecture, même si comme dit ça restera pas gravé à jamais dans ma mémoire. Ensuite j'ai lu De la ville au moulin de Marguerite Audoux, qui est un roman qui est apparu en 1926.
Et là aussi que j'ai beaucoup aimé, j'avais lu Marie-Claire que j'avais adoré aussi, et donc j'ai continué mon aventure avec Marguerite Audoux. Marguerite Audoux qui est une autrice du tout début 20e et qui a été publicitée, encouragée et soutenue par Octave Mirbeau notamment. Et alors dans La Ville au Moulin, on suit une jeune femme, Annette, si je me souviens bien, parce que j'ai toujours un problème avec les prénoms des personnages, mais en tout cas oui je crois qu'elle s'appelle Annette, qui est la fille aînée d'une famille parisienne qui va finir boiteuse, alors c'est pas du tout un spoil, c'est vraiment les premières pages, hein, qui va finir à l'hôpital boiteuse parce qu'elle a voulu s'interposer en fait entre ses parents lorsque son père a voulu frapper sa mère. Voilà, tout de suite après ça, encore une fois c'est dans les premières pages, hein, les parents vont divorcer puisque le père est alcoolique, violent et volage, et donc les enfants, puisque il y a je sais plus, 5-6 enfants qui sont très soudés, et ça j'ai beaucoup aimé, c'était assez touchant et émouvant à suivre, ce lien entre frères et sœurs, ils sont très soudés et ils vont être confiés à leur oncle qui est meunier, et donc ils vont partir de la ville au moulin. Comme toujours avec Marguerite Audoux, c'est un récit simple, c'est un récit de la vie ordinaire, de personnages ordinaires au début du XXe siècle. Alors ordinaire oui et non, puisque Annette, marquée en fait par ce qu'a vécu ses parents avec la violence et le divorce, va décider à partir du moment où ses parents divorcent de ne jamais se marier et de, si elle devait un jour tomber amoureuse d'un homme, de vivre en union libre. Donc c'était pas si courant que ça à l'époque non plus, puis ça va faire un peu remue-ménage lorsque dans sa petite société. Mais voilà, c'est Marguerite Audoux, c'est vraiment la vie ordinaire, il n'y a pas de grands moments, c'est les joies et les drames de la vie ordinaire, de la vie de tout le monde, et c'est ce que j'aime beaucoup. C'est la fraîcheur à la campagne, c'est la vie à la campagne. Je trouvais que le personnage d'Annette était assez complexe et bien fait, elle a une certaine force de caractère pour assumer ses choix et ses décisions dans la vie, et elle fait aussi preuve de souplesse suffisante pour s'adapter et pardonner. J'ai beaucoup aimé la relation qui était décrite entre les frères et sœurs, comme je vous ai dit, il y avait vraiment des moments très touchants. Il y a des sujets durs qui sont abordés, voilà, le divorce, la violence conjugale, la guerre aussi qui est mentionnée, mais c'est toujours... Ça reste un récit très doux. Donc de La Ville au Moulin, c'est un court roman que j'ai beaucoup aimé, et je continuerai à lire Marguerite Audoux qui a... Je crois qu'elle a écrit que 5 ou 4 romans. Non, 4 romans. Donc bon, je lirai les 2 autres qui me restent à lire parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Bon, je vous parlerai de mon énorme coup de cœur à la toute fin de la vidéo. Et oui, sinon c'est pas marrant. Mais du coup, j'ai continué en lisant Mémoire d'une recluse de Elisabeth Montsan-Martinengoult. Là, j'en ai fait une vidéo pour les membres. C'est très court, et puis c'est donc les mémoires, l'autobiographie de cette autrice qui est grecque, qui a vécu au 19e siècle dans une île, l'île, j'ai oublié, de Zakynthos, en Grèce, qui est une île où a lieu une coutume assez entravante, dirais-je, pour les femmes, puisque sur cette île, les femmes, en tout cas dans l'aristocratie, puisqu'Elisabeth est issue de la haute aristocratie grecque, eh bien les filles sont élevées dans une réclusion totale, elles n'ont pas de contact avec l'extérieur n'a pas de contact avec elles non plus, elles n'ont pas le droit de sortir, elles ont le droit de sortir exceptionnellement 2 fois dans l'année pour aller à des messes. Elles n'ont par exemple pas le droit non plus d'aller à l'église le dimanche, alors que la religion est très importante. Et puis alors au moment où elles se marient, elles ont un peu plus de liberté, mais très peu, donc elles vivent vraiment en femmes, et même les hommes de leur famille ont très peu de contact, si ce n'est pas de contact avec elles. Elisabeth, elle vit avec son frère, son oncle, son père, mais qui leur adresse quasiment jamais la parole. Donc voilà, elles sont vraiment des femmes qui vivent en réclusion entre elles, et qui ne sont pas éduquées, et qui sont obligées de se marier, puisqu'il y a une autre coutume sur cette île, c'est que les familles doivent obligatoirement et à tout prix marier toutes leurs filles. Ils ne peuvent marier que l'aîné des garçons pour des questions de transmission de patrimoine et du nom, mais en tout cas, coûte que coûte, elles doivent marier toutes les filles. Et ces mémoires, ça va être le parcours d'Elisabeth pour s'éduquer, que ce soit en autodidacte, puisqu'elle va être autodidacte, mais elle va aussi ensuite être éduquée par certains maîtres dans certains domaines, et tout son parcours pour devenir autrice et être publiée. Elle va clairement dire que pour elle, la condition féminine dans sa société, elle s'apparente en fait à une condition d'esclavage, et elle va revendiquer 3 libertés qui sont refusées aux femmes, celle d'être éduquée, celle de pouvoir sortir de chez elle pour entretenir des relations avec les autres individus, et celle de rester célibataire et de ne pas se marier. Et ces revendications, elles vont surtout servir l'ambition d'Elisabeth qui veut, je vous ai dit, devenir autrice, être publiée, être renommée pour ses œuvres. Ce qui a été agréable à lire, c'est de voir une femme qui a confiance en son travail, qui pense que son travail vaut quelque chose, et qu'elle
se sent suffisamment légitime et en confiance pour estimer qu'elle peut apporter quelque chose à l'humanité, au domaine des arts et au domaine intellectuel, sans qu'il y ait une fierté ou un orgueil mal placé, pas du tout, juste voilà, une légitimité qui est là, qu'elle ne vaut pas moins qu'un autre. Donc ça a été vraiment une très bonne lecture, j'ai souligné beaucoup de passages, c'est court mais c'est intense, je vous recommande de lire ce court roman, cette courte autobiographie. Et puis si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo entière sur ces mémoires pour les membres, voilà. Ensuite je voulais vous parler de quelques écrits, de 3 écrits de Camille Baudin ou Jenny Bastide, selon les pseudos que l'autrice a choisis. C'est une autrice dont on sait quasiment rien aujourd'hui, mais qui a été très prolifique. Elle a publié une trentaine de romans pendant son vivant, elle a été quand même connue de son vivant. Mais aujourd'hui elle n'est plus publiée à l'exception d'un de ses romans qui est Le Monstre, que j'ai lu l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, que j'avais adoré, et du coup j'avais très envie de la relire, ce que j'ai fait, donc j'ai lu ce qui était disponible, enfin une partie de ce qui est disponible sur Gallica, et notamment son autre roman frénétique gothique qui est Le Damné. Le Damné, c'est un roman qui a été publié en 1824 et que j'ai bien aimé, mais moins que Le Monstre. On suit ici une histoire classique de pacte avec le diable. On est dans un village dans le sud de la France assez reculé, assez pauvre et surtout avec beaucoup de superstitions. Et il y aurait notamment une légende qui circule, enfin une histoire d'une malédiction autour d'une femme et d'un pacte avec le diable. À cela s'ajoute une histoire de vengeance, donc voilà, vraiment il y avait tous les ingrédients pour me plaire. C'est une histoire sur les dangers de l'ambition, des ambitions plutôt vaniteuses, cupides, orgueilleuses, des maux de l'Inquisition aussi, et du refuge de la vertu, bien sûr. C'est un récit qui est assez classique en son genre, avec une trame narrative classique, assez typique, et pareil, des personnages typiques également. Voilà, j'ai bien aimé, mais il m'a manqué cet aspect, la cruauté et la frénésie que je peux trouver dans d'autres récits de ce type, qui là n'étaient pas présents, j'ai trouvé, donc voilà. Autant j'avais adoré Le Monstre, autant Le Damné, j'ai bien aimé, mais... oui, sans plus, j'ai envie de dire, c'était une lecture agréable, si on aime le genre, ça fait toujours plaisir, mais il m'a manqué voilà, cette cruauté et cet aspect un peu frénétique que j'aime beaucoup. Par contre, ce que j'ai beaucoup plus apprécié, c'est un court roman et une nouvelle qui abordent les mêmes thématiques. C'est une nouvelle qui s'appelle La Première Ride et le roman c'est Le Dernier Amour. Là on est complètement sur autre chose, de toute façon Camille Baudin, Jenny Bastide, elle a écrit... certes de la littérature gothique frénétique, mais elle a aussi écrit pas mal de romans de mœurs, donc voilà, qui dépeignaient la société de l'époque avec certains sujets, et notamment ici le sujet de la vieillesse chez les femmes. Et vraiment j'ai beaucoup aimé ses écrits qui sont parfois un peu douloureux à lire. Dans La Première Ride, bon, c'est une nouvelle avec le titre assez explicite, on suit une femme d'un certain âge qui va entretenir une relation avec un très jeune homme, et voilà, je n'en dis pas plus, mais vous devinez avec le titre ce qui peut bien se passer. Et dans Le Dernier Amour, là c'est pareil, on suit aussi une femme d'un certain âge. Alors, assez douloureusement, à cette époque, quand on dit une femme d'un certain âge, c'est une femme qui a 35 ans, hein, ce qui n'est pas vieux du tout, mais voilà. Qui est mariée et puis qui va tomber amoureuse d'un jeune homme. Oui, qui est mariée et qui va tomber amoureuse de son beau-fils, oui c'est ça. En tout cas du jeune homme qui est promis en mariage à la fille de son mari. Et la question de la vieillesse va aussi perturber cette histoire d'amour. Voilà, donc ce sont des histoires sur la cruauté de la vieillesse pour les femmes dans une société dans laquelle en fait on leur donne de la valeur que parce qu'elles sont jeunes et vertueuses. Et au-delà de l'aspect purement physique, il y a aussi cette question du fait qu'on refuse, qu'il est presque impossible pour les femmes de vraiment connaître un amour pur et authentique, comme elles peuvent le donner, de la part d'hommes d'un certain âge qui ont un peu été teintés par la société et par toutes les dynamiques de relations qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes. Et ce que j'apprécie dans ces deux histoires et dans les histoires globalement je trouve de Camille Baudin, c'est que elle y va vraiment crescendo avec les émotions, les événements et les personnages. C'est-à-dire qu'on débute toujours, moi j'ai trouvé qu'on débutait les récits sans grand enthousiasme, c'est bien, mais on se dit bon, c'est du déjà vu, ça casse pas trop pattes à un canard, c'est bien construit, c'est bien écrit, y a pas de souci, mais c'est rien d'innovant, c'est rien de particulièrement stimulant. Et en fait, plus on avance dans le récit, et plus comme je vous dis, on y va crescendo, et les émotions s'intensifient, les personnages, la complexité, le récit gagne vraiment en densité au fur et à mesure où on avance, et en général les fins sont vraiment bien.
Donc ça c'est plutôt appréciable. Également précision, Le Dernier Amour, c'est un roman qui aurait été inspiré en fait d'une histoire vraie, de l'histoire d'une femme qui se serait confiée à l'autrice lors d'un voyage qu'elle aurait fait, donc voilà, petite précision. Et aussi il y a la mention de salons littéraires qui étaient tenus à l'époque par des femmes et dans lesquels on rencontre un certain nombre d'auteurs et d'autrices. Donc voilà, c'est aussi intéressant de voir ça dans ses écrits. Bref, en tout cas, je vous recommande la première ride, Le Dernier Amour, c'est assez court, ça se lit rapidement et j'ai trouvé ça bien réalisé. Et le damné, si vous aimez vraiment le gothique et que vous avez envie de lire un autre ouvrage de ce style, allez-y, mais c'est pas à la hauteur de certains autres ouvrages sur le sujet, et d'ailleurs je vous conseille même plutôt Le Monstre largement. Et on finit avec un coup de cœur incroyable, c'est Le Cheval Blanc d'Elsa Triolet. Vraiment, mais quelle lecture, c'était incroyable. Je vais pas dire que je regarde à la fin de ma vidéo sur mes livres préférés avant d'avoir lu ce livre, mais si j'avais attendu un petit peu, ce livre aurait été dans cette vidéo parce que vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une claque comme ça et c'était génial comme lecture. Il me semble que Aragon s'est inspiré de ce livre pour Aurélien et ça se voit, mais j'ai préféré, je pense, Le Cheval Blanc à Aurélien si on devait comparer et si on devait faire une hiérarchie. Mais vraiment le Cheval Blanc, ça a été... Je m'attendais pas à apprécier autant. Je m'attendais à apprécier parce que j'aime ce qu'écrit Elsa Triolet et j'en avais entendu que du bien, mais je m'attendais pas à apprécier autant. En fait, ça fait partie de ces livres qui m'ont touchée vraiment dans ce que je suis, Enfin oui, c'est pas juste une excellente lecture, c'est une lecture qui m'a vraiment touchée. Et c'est pour ça que ça va être très difficile d'en parler. Je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est toujours difficile de parler des lectures qui ont remué quelque chose en nous, ou qui ont fait appel à quelque chose en nous, qui ont fait écho en fait en nous. Et en plus j'ai pas très envie de vous raconter l'histoire, parce que j'aimerais bien vous... Enfin, je pense que c'est mieux de le découvrir. Sachant que moi je me suis plongée dans ce livre en n'ayant absolument aucune idée de ce dont il parlait, il n'y a pas de résumé, il n'y a qu'un extrait. Et avec un titre comme Le Cheval Blanc, je vous avoue que je me faisais pas trop d'idées à son sujet, donc je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Et j'étais très surprise au début parce que je m'attendais pas à voir... Déjà je m'attendais pas à suivre un personnage masculin, je sais pas pourquoi, mais ça, limite, voilà. Mais surtout je m'attendais pas à suivre un personnage comme Michel, qui est notre personnage principal. Ça m'a un peu déroutée, mais pas de façon désagréable. J'ai juste été surprise et après, enfin, vraiment Michel, mais Michel quoi. Qui est pas un personnage, je pense, qui va plaire à tout le monde, qui peut parfois, je pense, être antipathique, mais il est tellement bien construit. Et en fait, après avoir lu maintenant donc 2 romans d'Elsa Triolet et un recueil de nouvelles, ce qu'il y a de commun entre... En tout cas, moi, ce que j'en ressors, je trouve que ce qu'il y a de commun dans ses écrits, et le talent et le génie d'Elsa Triolet, c'est qu'elle arrive à aller fouiller dans les personnages pour en extraire leurs désirs les plus profonds, une essence à un moment donné qui font... comment dire, ouais, d'aller extraire le besoin le plus impérieux, qu'on s'avoue ou pas, dont on a parfois peut-être honte, qu'on soit... Oui, et elle arrive à l'exploiter d'une manière qui est assez ingénieuse, parce que le roman il est quasiment composé que de... Il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de scènes où notre personnage principal est avec d'autres personnages. On n'est pas dans un récit où on a beaucoup d'introspection, de monologue intérieur, de personnages qui est seul, qui vagabonde, qui réfléchit. Pourtant on est sur cette thématique-là, enfin sur des sujets qui concernent l'individu intimement. Et pourtant le personnage est toujours plongé voilà, dans un dialogue avec des personnages, il évolue toujours en société, avec des amis, des choses comme ça. Et on est, je trouve, placé en tant qu'observateur, sans être voyeur ou quoi que ce soit, mais en tant qu'observateur, et on arrive à travers ces dialogues, à travers ces scènes entre les personnages, à deviner, bah voilà, comme je dis, ces besoins impérieux, cette fibre d'intime qui transparaît dans les dialogues, dans les non-dits, dans les silences, dans les inachevés, etc. Et j'espère que ce que je dis veut dire quelque chose, parce que j'ai l'impression que je pars très loin dans ce que je suis en train de dire. Mais vraiment, je trouve que c'est extrêmement... C'est hyper ingénieux de la part d'Elsa Triolet, c'est incroyablement réalisé. J'ai jamais lu quelque chose comme ça ailleurs. Enfin, vous voyez, on voit ce qui n'est pas montré, on entend ce qui n'est pas dit,
on sent ce qui est suggéré et... Enfin voilà, j'espère que je vous aurais donné envie de lire Le Cheval Blanc d'Elsa Triolet parce que ça a été mais incroyable. J'ai eu les larmes aux yeux à certains passages, je vous le dis. Après, est-ce que c'est un livre qui plaira à tout le monde? Je ne pense pas. Loin de là. J'ai cru comprendre qu'il y avait certains passages qui avaient un peu ennuyé. En tout cas, il y avait eu des moments un peu plus d'ennui pour certaines personnes, moi pas du tout. Je pense, voir où les personnes ont pu s'ennuyer. Mais alors moi, oui, parce qu'il est quand même assez grand le livre, mais alors ça s'est lu en plus avec une facilité déconcertante. J'étais... Enfin, qu'est-ce qu'on lit après ça en fait? Voilà. Bref, le cheval... J'allais dire le cheval de Troie. Le Cheval Blanc d'Elsa Triolet, incroyable. Lisez-le, j'ai adoré. Merci Elsa, je continuerai à lire Elsa Triolet, c'est certain. Voilà. Bah écoutez, on finit sur cette belle note. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir eu un tel coup de cœur parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un livre qui m'avait remué et touché comme ça à ce point, donc voilà, je suis très contente. Écoutez, cette vidéo est maintenant finie. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, et surtout dites-moi ce que vous avez lu cet été, si vous avez eu vraiment de très bonnes lectures, au contraire s'il y avait des choses plutôt moyennes ou pas bonnes du tout, parce que ça m'intéresse tout autant que les bonnes lectures. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fait vraiment très plaisir de vous lire. Et du coup, bah moi je vous laisse ici, et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, et en attendant, bah, je vous souhaite de faire de très belles lectures.